Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de revenir sur cette antenne, sur la 98.7, avec l'émission Océan Politique, pour décortiquer les faits saillants de l'actualité politique nationale. Comme tous les dimanches, à partir de 13h, nous avons un invité de taille qui traitera avec nous toutes les questions politiques de la semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le consultant de l'émission que vous connaissez bien, M. Ibrahim Inde Djadje Ba. M. Ba, bonjour. Bonjour Abdou. Alors, M. Ba, on va peut-être faire un peu de rétrospective sur ce qui s'est passé pour revenir sur les élections législatives du 17 novembre, largement remportées par le parti PASTEF dirigé par Ousmane Sonko. Alors maintenant, c'est connu, tous les députés qui doivent siéger à l'Assemblée nationale sont connus maintenant. Alors, quelle appréciation faites-vous sur cette nouvelle configuration de l'Assemblée nationale? Mais merci beaucoup Abdou. C'est toujours un plaisir d'être là, ici à cette radio Océan FM. Alors, dans un premier temps, permettez-moi de dire bonjour aux auditeurs. Merci beaucoup. Et remercier ensuite le directeur général Ablaye Diop. Merci. Et vous remercier personnellement. C'est toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, un plaisir de partager avec vous ce plateau pour parler un peu de ce qui se passe dans ce pays, surtout sur le plan politique. Ça me fait un très grand plaisir. Pour aborder maintenant votre question sur l'Assemblée nationale, c'est vrai, c'est terminé maintenant. On avait fait une émission sur ça. C'était pendant la campagne électorale, tout au début d'ailleurs. Tout à fait. Mais bon, les résultats qui sont tombés après l'élection, après les élections. Bon, pour moi personnellement, c'est sans surprise. Je me suis toujours dit que PASTEF allait remporter largement les élections. Et connaissant les Sénégalais, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ne font jamais les choses à demi-mesure. Ils te donnent tout, et c'est normal d'ailleurs. C'est un vote logique. Personnellement, j'avais donné un taux de 120 députés pour le PASTEF, mais quand même, en fin de compte, ils sont arrivés avec 130 députés. Ils étaient à la recherche d'une majorité absolue, ou bien une majorité qualifiée, en fin de compte. Ils se sont retrouvés avec une majorité écrasante. Mais c'est normal, parce que nous sommes un pays démocratique et en voie de développement. Donc on n'a pas encore, le privilège de pouvoir, séparer les deux pouvoirs. Donner la présidentielle à une partie et donner l'Assemblée nationale à une autre partie. C'est pas ça. Ou bien l'opposition, surtout. Oui, je dis l'opposition, effectivement. Si on pouvait expérimenter ça. Yeah. Donc, il y a deux entités, la présidence, l'Assemblée nationale. Donc, tu vois ce que ça fait. Alors, donc, on a connu quand même, quand on élise quand même un président de la République, le plus souvent qu'on lui donne quand même le maximum de députés à l'Assemblée nationale pour lui permettre de pouvoir travailler. Parce que l'Assemblée nationale, quand même, c'est une institution très importante qui accompagne l'exécutif. Donc,
que si on, si on ne fait pas ça, on risque quand même de tomber dans un blocage. Partout d'ailleurs, même dans les pays les plus développés, autant pour moi les pays les plus démocratiques, comme la France et consorts, une fois qu'on sépare les deux institutions, qu'on sépare les deux entités, l'autre pour l'opposition, l'une pour l'opposition, l'autre pour l'exécutif, il y a toujours des blocages. Et vous êtes en train de le vivre présentement en France. Vous avez vu ce qui se passe là-bas avec Macron. Donc, pour qu'un pays puisse se développer, puisse fonctionner normalement, pour permettre à l'exécutif de faire son travail comme il faut nécessairement lui donner quand même tous les outils nécessaires. C'est pour cela que moi, j'en suis ravi. Et maintenant, le peuple, personnellement, a donné quand même le nécessaire, au parti PASTEF, aux dirigeants, du parti PASTEF. Alors, maintenant, les gens te disent tout de suite que bon, on vous a tout donné. Non, c'est pas suffisant. Le fait, par exemple, d'élire un président de la République, de lui donner la majorité à l'Assemblée nationale, qu'elle soit écrasante ou pas, c'est pas trop suffisant aussi pour développer un pays. Il faut nécessairement que le peuple lui-même se lève pour aller au travail. Parce que sans le travail, on ne peut pas développer un pays. Et on constate que les Sénégalais attendent trop du gouvernement, du nouveau régime. Justement, c'est ce que j'ai dit. Parce que si le régime, quand même, décline son programme de la vision de 2050, avec des étapes de 5 ans, 10 ans, etc., c'est pas parce que les gens doivent rester là avec les bras croisés et attendre les dividendes. Non. Parce que dans le programme, vous avez vu que le PASTEF, quand même, a dégagé des pôles territoriaux, des pôles de développement. Donc, ces pôles de développement-là, il faut nécessairement des ressources humaines. Donc, il faut que les Sénégalais apprennent quand même, il faut qu'ils comprennent que il faut qu'on travaille, il faut que le travail soit, il faut que tout le monde travaille pour qu'on puisse se développer. On ne peut pas rester là, attendre tout de l'État, attendre tout de l'administration, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut que les gens travaillent. L'État ne peut pas tout faire. Mais tous les pays qui sont développés, ce sont les citoyens. Mais c'est les citoyens qui apprennent à travailler, parce que les pôles territoriaux qu'on a dégagés, mais il faut nécessairement des Sénégalais là-bas pour travailler. Il faut qu'il y ait des Sénégalais dans ces pôles pour pouvoir travailler. L'agriculture, l'industrie, les mines, etc. Ça, c'est des Sénégalais qui doivent travailler ça. Donc maintenant, si les gens restent là dans leur coin pour dire que, bon, écoutez, on a donné l'Assemblée nationale, on a donné la présidence, donc il ne reste maintenant à vous maintenant de nous enrichir. Non, c'est pas comme ça. Donc c'est pas suffisant qu'on leur donne seulement, uniquement l'Assemblée nationale et la présidence pour leur dire, bon, écoutez, développez-nous. Non, je suis pas d'accord. Tout à fait. Alors, M. Ba, revenons toujours à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que nous, on a raté l'histoire. Alors, quand je le dis, parce que tout simplement, on pouvait expérimenter une majorité à l'Assemblée nationale avec une opposition forte. C'est-à-dire qu'ils pouvaient, parce que quand le nouveau régime était là, avec le président Bassirou Diomaye Faye, on a trouvé une Assemblée nationale en majorité avec l'opposition. Alors normalement, on devait expérimenter ça, c'est-à-dire que avoir une opposition qui est là, qui est objective, et qui essaie d'être à l'Assemblée nationale pour le peuple, pour les populations. Mais on a raté cette histoire-là. Tu sais, nous ne sommes pas encore... On devait l'expérimenter normalement. Nous ne sommes pas encore... Et on l'a raté. C'est ce qui fait mal un peu. Nous ne sommes pas encore, comment dirais-je, un État ou bien une république à ce niveau. Parce que c'est une question de mentalité. L'opposition, vous n'êtes pas sans savoir que pendant la campagne électorale, un candidat a dit, si on a la majorité, on bloque le pays. Oui. Donc ça, c'est des mentalités archaïques. Tout à fait. Ça démontre ce que je viens de dire. Donc ça, c'est pas bon. Tout à fait. C'est pour cela. Et les Sénégalais, c'est comme ça le plus souvent quand tu es élu président de la République, surtout pour une première fois, lors des législatives, on te donne le maximum de députés. Maintenant,
Ça dépendra maintenant de la prochaine élection pour voir comment tu as réagi. Et au fur et à mesure, tu vois, l'opposition commence à gagner du terrain. C'est comme ça que le Sénégal fonctionne, pour ne pas dire l'Afrique. Parce que les mentalités, jusqu'à présent, les mentalités patriotiques, on les a pas encore. Donc c'est très dangereux pour notre pays, pour notre démocratie balbutiante, je ne sais pas, qui n'est pas encore trop mûr d'expérimenter une situation pareille. Donc il faut faire très attention. Moi en tout cas c'est comme ça que je le veux pour le moment. Parce que tous les pays qui ont expérimenté ce que vous venez de dire, ils ont échoué. Ils ont échoué. Même au niveau comment dire, des pays, comme je viens de le dire tout à l'heure, des pays de grande démocratie. La France est en train de vivre ça. Combien de fois la France l'a vécu et a échoué? L'échec en général est dû à quoi? C'est parce que l'opposition, il y a toujours des positions. L'opposition aspire à prendre l'exécutif. Alors le plus souvent, elle fait tout pour te mettre les bâtons dans les roues, pour faire comprendre aux populations que c'est pas lui, c'est moi. Alors là, de ce fait, demain, quand il y a élection, il est candidat. Il est candidat, donc quand il est candidat, il souhaite ta chute. Donc c'est pour cela que cette cohésion dans le travail, ce ne sera pas du sérieux. Ce ne sera pas du sérieux. Moi, en tout cas, je ne le souhaite pas dans notre pays, parce que je sais qu'il y a toujours des règlements de compte politique. Parce que ce que tu viens de dire tout à l'heure, cette assemblée qui vient de disparaître, mais tu as vu les problèmes qui se sont posés. Parce que si par exemple l'opposition avait la majorité qui est devenue aujourd'hui au pouvoir, si elle avait la majorité, Macky n'allait pas travailler, il allait tout bloquer. Et ensuite, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir et qu'ils n'avaient pas la majorité, tu as vu ce qui s'est passé? Ils ont tout bloqué. Ils ont tout bloqué. Donc ça, c'est pas ce système-là qui va développer notre pays. Et nous ne sommes pas encore prêts pour ça. Et c'est vraiment regrettable. Alors, Takku Wallu a un groupe parlementaire, la coalition dirigée par l'ancien président de la République, Macky Sall, a 16 députés. Alors, maintenant, le nombre pour avoir un groupe parlementaire est fixé à 17. Alors, on a constaté que c'est Abdou Karim Sall qui a eu un seul député. Alors, il s'est joint la liste. Voilà, il s'est joint à eux pour former un groupe parlementaire. Est-ce qu'un seul groupe parlementaire peut faire un effet? Bon, quelle lecture faites-vous sur ce groupe parlementaire? Mais on l'a vécu, c'est pas pour la première fois. J'ai écouté un jour un ancien parlementaire dire que une assemblée nationale avec un seul groupe parlementaire, mais c'est très grave, c'est dangereux. Et pourtant, lui qui le dit, je peux le nommer directement, c'est Doudouad. Je l'ai écouté dans une émission, il a dit que une assemblée nationale avec un seul groupe parlementaire, ça c'est dangereux. Et pourtant en 2007... Il a donné des justifications sur ça. Pourquoi c'est dangereux? Non, c'est lui qui a dit c'est dangereux. Oui. Est-ce qu'il a donné des explications? Non, c'est tout juste ce passage qui m'a intéressé. Parce que lui, il a oublié qu'en 2007, il était président du groupe parlementaire où il y avait un seul groupe. Un seul groupe, c'était au temps de Wade. Tout à fait. Et en son temps, c'était 150 députés. Wade avait 130 députés. Et c'est lui qui était le président du groupe parlementaire de ces 130 députés. Et pourtant, il y avait un groupe parlementaire qu'on avait créé par-ci par-là. Le groupe parlementaire, c'est pas trop grave. Parce que l'essentiel, pourvu qu'on ait des députés responsables. Parce que même si on est dans le pouvoir, ça ne peut pas empêcher ce député qui est avec le pouvoir de pouvoir faire son travail normalement. Tout à fait. Ça n'a rien à voir. Et j'ai comme l'impression que ces députés que j'ai vus, ces députés de Pastef, sur la liste de Pastef, ils ne vont pas aller là-bas pour quand même, dirais-je, faire du cinéma. Du cinéma, tout à fait. Excusez-moi du terme. Tout à fait. Mais ils vont faire le travail normalement. Normalement, tout à fait. Et l'exécutif a intérêt quand même à les interpeller dans un sens de l'intérêt du pays. Ok.
Mais ce qu'on constate, les autres, déjà, il y a Anta Babacar Ngom qui se positionne comme non inscrite. Est-ce que là, c'est une bonne stratégie pour elle? Mais c'est-à-dire, cette position qu'elle a prise, c'est un regret de ce qu'elle a fait lors des élections présidentielles, législatives. Elle a regretté le fait de participer dans ce groupe. Elle a regretté de ne pas aller seule aux élections. Parce que si elle était partie seule aux élections, elle pouvait décrocher quand même un poste de député avec le plus fort. Tout à fait. C'est un regret. C'est un regret d'avoir alimenté quand même une coalition au moment où elle pouvait être candidate à elle seule avec sa liste, parce qu'elle a été à la présidentielle. Tout à fait. Elle a eu au moins presque 25 000 voix. Oui. Et 25 000 voix équivaut quand même à un poste de député à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des erreurs de ce genre. Des erreurs de ce genre. Beaucoup. Oui, oui. Alors, les coalitions, même, on peut en citer les partis ou bien les mouvements qui ont commis des erreurs fatales lors des élections législatives en se coalisant avec d'autres comme le PUR. On peut prendre l'exemple du PUR. Bien sûr. Parce que le PUR, les gens s'interrogent si est-ce que le PUR n'a pas donné même les 3 députés à la coalition, comment dirais la coalition Sàmm Sa Kàddu. Voilà, merci. Mais je vous avais dit ça la fois dernière lorsque je suis venu. L'erreur politique, la pire erreur politique de PUR, c'est le fait quand même de participer dans une coalition. Tout à fait. Parce que de tout le temps, ils ont récolté des députés. Oui. La dernière fois que PUR est parti seul aux élections, ils avaient 3 députés, je pense. Et voilà, ils avaient 3 députés. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec un seul député. C'est une erreur politique. Oui. C'est des erreurs politiques. Donc, qui se payent cash. Parce que tout ça, c'est parce que, quand même, ils pensent que... Parce que... Surtout avec la tête de liste... Ils sont en train de faire un calcul comment dirais-je, arithmétique. Que 1 plus 1 égale 2. Ils disent toujours qu'en politique, il faut additionner. Non, je suis d'accord. En politique, il faut additionner. Mais on ne peut pas additionner des chèvres et des moutons. Donc, si tu veux additionner, tu additionnes des moutons et des moutons, des chèvres et des chèvres, etc. Mais quand tu réunis, par exemple, des gens qui ne sont pas de la même, comment dirais-je, de la même mouvance, du même parti, qui n'ont pas la même idéologie, qui n'ont pas le même comportement. Parce que cette liste de Sàmm Sa Kàddu, mais pratiquement, la tête de liste a tout gâté. Parce qu'il n'y avait pas de campagne électorale. C'était tout juste des insanités, des insultes. Mais les Sénégalais n'aiment pas ça. Tout à fait. Alors, la raison en est que PUR avait des problèmes à se développer dans ce mouvement, dans cette coalition. On l'a peu vu, même mais justement, la parce campagne qu'il était perdu. Il était perdu. Il était perdu, il n'était pas dans son milieu. C'est parce qu'ils ont un dirigeant à la tête de liste, alors voilà, qui n'arrange pas, qui dérange il est seulement. Perdu dans cette mouvance. Tout à fait. Donc vraiment, c'est une erreur politique. Tout à fait. Une erreur politique. Alors, on a noté également l'entrée en liste d'un député nationaliste en la personne de Tahirou Sarr. C'est inédit. Quel est le message qu'on peut délivrer des Sénégalais en élisant un nationaliste à l'Assemblée nationale? Mais bon, vous savez, les nationalistes ne sont pas trop loin des patriotes. C'est-à-dire ils sont beaucoup plus radicaux. Okay. Mais ils ne sont pas loin des patriotes. Ce gars-là, je l'ai écouté durant toute la campagne. Franchement, pour te dire vrai, je ne suis pas foncièrement contre ses idées. Peut-être lui, il est allé trop loin et puis il a ciblé certains étrangers. Il aurait dû quand même généraliser sans autant... spécifier, voilà. Surtout, tout à fait. Donc c'est là où nous ne sommes pas d'accord. Tout à fait. Parce que moi, je voudrais quand même, bien vrai qu'on est on est dans une entité qu'on appelle CEDEAO, où pratiquement tous les pays de l'Ouest africain
sont là-dedans. Tout à Alors, donc, moi personnellement, je voudrais que, en dehors de la carte de CEDEAO, mais que tous ces étrangers quand même aient une carte consulaire, en plus de leur carte d'identité de CEDEAO. Parce que ça nous permettrait, de pouvoir connaître le taux d'étrangers de chaque pays vivant ici chez nous au Sénégal. Mais présentement, peut-être ils ont des chiffres comme ça, mais pas très exacts. Tout à fait. Parce que les étrangers viennent comme ils Mais veulent. n'importe comment. N'importe comment. Et donc, il est bon quand même qu'il y ait un contrôle dans ce sens. Tout à fait. Ils ont des ambassades ici. Ils doivent avoir des cartes consulaires, en plus de leur carte de CEDEAO. C'est vrai, avec la carte CEDEAO, ils peuvent voyager comme ils veulent, ils peuvent entrer comme ils veulent, ils peuvent sortir comme ils veulent. Mais quand même, pour pouvoir quand même les recenser, Oui. il faut nécessairement qu'il y ait une carte consulaire. Tout à fait. Mais en plus de ça, dans le cadre du travail aussi, comme on va vers quand même un développement, et ce développement doit profiter aux Sénégalais d'abord. Il doit profiter aux Sénégalais d'abord. Moi je dis, chaque étranger ici au Sénégal, avant de travailler, il doit avoir une autorisation de travail. Il doit détenir une autorisation de travail. Quand il ouvre une boutique, mais tu dois normalement avoir une autorisation d'ouvrir une boutique. Tout à fait. Quand tu as un restaurant, tu dois avoir une autorisation d'ouvrir un restaurant, etc. Quand tu es chauffeur, la même chose. De payer des taxes, d'ailleurs, ça fait partie, ça fructifie même l'économie du pays. Mais c'est ce qui est normal. L'État en gagne de l'argent. Parce que en cherchant par exemple ce certificat, cette autorisation de travail, mais il y a quelque chose, il y a moyen à quelque chose. Tout à fait. Tout à Donc fait. ça c'est une organisation interne d'un pays. Les Sénégalais qui sont ailleurs aussi, mais on doit les organiser dans ce sens. Et pourtant, beaucoup de pays le font. Mais justement, parce ça. que le Sénégal, quoi qu'on puisse dire, pays de Teranga, frontière, poreuse, très poreuse. mais on doit quand même réglementer cette situation sociale. Et même en dehors de ça, des questions de sécurité. Question de sécurité. Simplement, parce que maintenant, Dakar n'a plus de sécurité. Mais justement, Qu'on le veuille ou non, il y a une insécurité totale dans la capitale c'est sénégalaise. normal que ces gens-là soient recensés, une fois et que le contrôle aussi soit un contrôle rigoureux. Tout à fait. À chaque fois que la police doit faire des contrôles inopinés dans ce sens, alors tu te présentes, où est ta carte consulaire? Voilà ma carte consulaire. Oui. Parce que je me souviens très bien, nous à la poste, les étrangers, on ne les paye pas sur la base de leur passeport ou bien sur la base de leur carte d'identité nationale. Tout à fait. On le paye sur la base d'une carte consulaire délivrée par l'ambassade. C'est sur cette base, c'est cette carte qui nous donnait par exemple l'identité exacte de l'individu. De l'individu, de la personne. Parce qu'il y avait une garantie, la garantie c'est quoi? C'est l'ambassade. Tout à fait. Donc il est connu à l'ambassade. Une fois que tu n'arrives pas à le retrouver, tu vas à l'ambassade te dira bon voilà, il est là, il est né ici, il est etc. Tu as tout ce qui est tous les identifiants c'est pour nécessaires. cela que moi, le gars, personnellement, je l'ai suivi. Peut-être il s'en est engagé d'une manière trop forte, mais quand même, je ne rejette pas tout. Et pourtant, les Sénégalais ont bien entendu ce message. Ça veut dire que d'un autre côté également, les Sénégalais veulent que la situation des étrangers au moins soit clarifiée, que l'État prenne des mesures, pas des mesures draconiennes, légères qui peuvent permettre à tout le monde d'y vivre. Voilà, et de pouvoir les repérer, de pouvoir au moins... Voilà, parce que vraiment au Sénégal, il est temps de normer. D'ailleurs, ça fait partie même de l'avancement d'un pays et même de gérer la sécurité de tout un parce peuple. On ne dit pas que tout ce qui se passe, ce sont les étrangers, mais quand même pour des questions de sécurité, c'est important de faire ça. Il a mis le doigt sur quelque chose de très important. Et les Sénégalais ont voté pour lui parce que... Ils ont apprécié, c'est pour cela qu'il a eu ce taux de vote. Parce que moi, j'ai constaté qu'il y a d'autres coalitions qui n'ont rien. Par exemple, les représentants des artisans, ils étaient en campagne. Les agriculteurs, le secteur privé, ils n'ont aucun député. Donc, si le député nationaliste passe,
Alors ça veut dire parce qu'il a parlé au nom de tout le monde. Parce qu'il a parlé au nom de tout le monde. Il y a quelque chose que les Sénégalais voulaient entendre, ils l'ont entendu et je pense qu'ils l'ont propulsé vers l'Assemblée nationale pour poser ces genres de questions-là à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose qui est très important. Tout à fait. C'est-à-dire, il a dit que quand un boulot se présente, tu le proposes à un étranger, à un vil prix, il prend. Au détriment du Sénégalais qui pouvait le prendre avec... Tout à fait. Voilà. Tu vois ce que ça fait? On comprend. Donc, c'est-à-dire tous les postes ont été pris, tout le boulot a été accaparé par les étrangers au détriment des Sénégalais. Bon, maintenant, tu le dis, on te dit, oui, tu es xénophobe, alors donc, tu es un raciste, il faut penser aux Sénégalais qui sont ailleurs, ils sont en Guinée, ils sont en Mali, au Mali, autant pour moi, ils sont en France, etc. Il faut penser à cela. À l'étranger, ils sont normés. Hein, mais je crois. Ils sont en règle. Sinon, il y a des pays qui n'acceptent pas. Il y a des choses, même les Sénégalais qui sont à l'extérieur, comme tu as dit, on doit les normer. Tout à fait. On doit les recenser, ils doivent avoir quand même des cartes consulaires pour qu'on puisse les identifier à travers l'ambassade, etc. Tout à fait. En tout cas, c'est ça. Peut-être le débat va se poser à l'Assemblée nationale. De toute façon, on attend de voir. En tout cas, moi, je l'ai dit quelque part. J'ai dit que, franchement, je ne suis pas tout à fait contre ce qu'il disait. C'est-à-dire, il est allé trop fort. Et ensuite, il a tout juste cité quelques étrangers. Mais il devrait généraliser. Tout à fait. Il devrait généraliser. Tout à fait. Voilà. Alors, le président Macky Sall a démissionné de son poste de représentant du peuple à l'Assemblée nationale. Il est remplacé par son suppléant Abdou Mbow. Devrait-il donner ce poste à un autre? Est-ce qu'il ne devait pas venir? Mais il ne peut pas venir, Macky Sall. Macky Sall, il est cloué au Maroc. Il ne peut pas venir. De loin, il ne peut pas exercer son mandat de député? Il ne peut pas parce qu'il est cloué présentement. Macky ne peut pas revenir comme ça facilement au Sénégal. D'ailleurs, le seul fait d'avoir dirigé cette liste, c'était rien d'autre que pour pouvoir quand même inciter les militants de l'APR, de Benno Bokk Yakaar, certains militants de l'APR et de Benno Bokk Yakaar, de voter pour cette coalition. Tout à fait. C'était tout simplement dans ce sens. Et ensuite, il pensait qu'il pouvait faire voter beaucoup de Sénégalais jusqu'à espérer quand même avoir même la majorité à l'Assemblée nationale. Ou bien faire de telle sorte que le pouvoir ne pourra pas avoir une majorité qualifiée. Vous savez que c'est la majorité qualifiée qui peut créer une haute cour de justice. Tout à fait. Mais s'ils n'ont pas la majorité qualifiée, c'est-à-dire les 99 députés, ils pensaient qu'avec une opposition forte, le pouvoir allait se retrouver avec 85-86 députés. Sans la majorité qualifiée. Sans la majorité qualifiée. Parce que c'était ça le calcul de Macky Sall. C'était pour empêcher le pouvoir d'obtenir la majorité qualifiée, c'est-à-dire les 3/5 de l'Assemblée nationale. Ce sont ces 3/5 là qui... c'est ça le problème de Macky Sall. Parce que ces 3/5 là, quand il les a, alors donc tu peux installer la Haute Cour de justice et à partir de là maintenant, on peut juger quand même ces anciens militaires de l'État, le président comme les ministres. C'était dans ce sens. Mais comme les Sénégalais, eux, ils savent ce qu'ils font, ils ont voté largement pour le pouvoir et au lieu d'une majorité qualifiée, ils ont obtenu une majorité écrasante. Et son remplaçant, Abdou Mbow? Oui, le suivant, c'est toujours comme ça. Abdou Mbow, c'est quelqu'un... qui a un peu de chance, c'est tout. C'est une question de chance. Il a été mis sur une position... confortable. Oui. Il pensait qu'il allait passer sans problème. Oui. Donc, et comme il a une certaine expérience de l'Assemblée nationale... Il était le vice-président de l'Assemblée nationale. Et ensuite, c'est un fidèle compagnon de Macky Sall, son homme de confiance. Et c'est quelqu'un qui, quelque part, très rigoureux, très dur avec le pouvoir. Bon, on le balance. Il est là-bas. Oui. Mais présentement, il va jouer un petit rôle là-bas. Parce que, comme ils sont trop minoritaires, ils vont jouer un petit rôle là-bas. C'est un perturbateur parce que, tu as vu, même
lors de l'installation de l'Assemblée nationale. Oui, il commençait déjà à perturber le truc. Mais sur des erreurs, sur n'importe quoi, que les Sénégalais n'acceptent plus. Parce que cette pagaille à l'Assemblée nationale là, je crois que les Sénégalais n'aiment pas. Tout à fait. Donc, si tu es un député réfléchi, tu ne dois même pas y penser. Bien vrai qu'ils ont essayé quand même. Ils ont tout fait pour bloquer l'installation de l'Assemblée nationale jusqu'à minuit pour faire comprendre au peuple que tu as eu, malgré notre minorité, on a pu bloquer, comment dirais-je, l'installation de l'Assemblée nationale pour le lendemain. Ok. Alors, et Samoussa Kadou avec 3 députés, Barthélémy Diaz, tête de liste, ne siégera pas à l'Assemblée nationale pour des déconvenues avec la justice. Il a été remplacé par Pape Djibril Fall. Pape Djibril Fall, très critiqué par le peuple, par des sorties médiatiques malencontreuses. Alors, est-ce que également il mérite ce poste-là? Mais qu'il le mérite ou pas, c'est son poste, parce que déjà, même avant Pape Djibril Fall, il y a Déthié. C'est Déthié qui devrait le remplacer. Mais comme Déthié avait démissionné bien avant qu'il ait le poste, donc ça lui revient de droit. Bon, qu'il soit n'importe comment ou n'importe où, mais bon, le poste lui revient. On n'y peut rien. La loi, c'est la loi. Okay. Même si les Sénégalais... Mais les Sénégalais n'y peuvent rien. N'y peuvent rien. Okay. Le poste lui revient. Même ses électeurs, ceux qui l'ont élu, n'y peuvent rien. Et Barthélémy Diaz, lui-même, alors, il a dit carrément qu'il ne voulait pas ce poste-là. Mais il l'a dit tout juste après, que l'Assemblée nationale a dit un niet catégorique. Oui, voilà. Ça, c'est dit. C'est dit Barthélémy. Il est tout le temps comme ça. C'est possible quand même qu'il allait démissionner. Est-ce que réellement il ne voulait pas ce poste? Bon, compte tenu de leur alliance et de leur compagnonnage pendant la campagne électorale et tout cela. Mais pourquoi il n'a pas démissionné dès le départ, lorsque les résultats sont sortis? Il attendait, c'est ça qu'il attendait. Il savait qu'on allait le déchoir. Ok. Mais il pouvait le dire avant? Non. C'est-à-dire, quand il le dit avant, c'est-à-dire il n'aura pas de matière. Il préfère que les gens le fassent à sa place. À sa place, ok. Ça, c'est du bat. Ouais. C'est une stratégie politique. Ok. Alors, revenons maintenant à El Malick Ndiaye, élu président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il présente un bon profil pour diriger cet hémicycle-là, selon vous, en tant que expérimenté en matière politique? L'Assemblée nationale, il n'y a pas beaucoup de complications. Hein. Il n'y a pas beaucoup de complications. C'est-à-dire, on a toujours eu l'habitude d'avoir des anciens au perchoir. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Il est trop jeune et on avait l'habitude de voir des personnes âgées expérimentées, n'est-ce pas? C'est ce qu'on avait l'habitude de voir. Oui. Mais bon, compte tenu de la situation, moi je crois qu'il est important quand même, avec tout le rôle trop important que l'Assemblée nationale joue, qu'on ait quand même un jeune là-bas. Quelqu'un qui comprend la situation, quelqu'un qui participe au développement, quelqu'un... Vous savez, le plus souvent au niveau de l'Assemblée nationale, tous les présidents, la majeure partie des présidents qui ont eu à diriger l'Assemblée nationale, c'était pas la majorité des députés ne les revenait pas. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Oui. Parce que tout le temps, la majorité de l'Assemblée nationale obéissait au président de la République, au détriment du président de l'Assemblée nationale. Okay. Donc la majorité de l'Assemblée nationale était toujours à l'écoute du président de la République, au détriment du président de l'Assemblée nationale. Il faut voir tous les présidents de l'Assemblée qui sont passés là-bas. Donc la majorité des députés ne les appartenait pas. Tout à fait. Alors donc aujourd'hui, le PASTEF, c'est autre chose. Le PASTEF, la majorité des députés n'est pas la majorité du président de la République. Ouais. C'est une majorité qui écoute un peu plus à Ousmane Sonko que quelqu'un d'autre. Tout à fait. Donc c'est une majorité, quoi qu'on puisse dire, une majorité indépendante. Mais
qui écoutent un peu Ousmane Sonko. Donc si on a El Hadji Malick là-bas, et je crois que El Hadji Malick a été choisi au dernier moment. D'après mon analyse, j'ai comme l'impression qu'il a été choisi au dernier moment. Parce que son suppléant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais on lui avait donné tout le nécessaire d'un député. La valise du député, l'écharpe et tout cela. Celui qui le suppléait dans la liste, sur la liste départementale, il était prêt pour le remplacer. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais après on lui a retiré tout cela. On a même pensé au doyen Alakan, n'est-ce pas, qui présidait d'ailleurs la cérémonie. Parce que moi je crois que, je l'avais dit ici il y a 2 mois, c'est notre dernière émission. Tout à fait. Je crois que Ousmane Sonko n'avait pas craché sur l'Assemblée nationale. Peut-être il avait même l'intention de diriger ça. Mais, comme il avait les mêmes problèmes que Barthélémy Diaz, tu sais, Ousmane Sonko aussi, il a une condamnation qui n'a rien à voir avec l'amnistie. Ouais. Une condamnation, même si elle est farfelue, c'est une condamnation. Tout à fait. Avec la diffamation de c'est cette condamnation qui l'a empêché d'aller aux élections. De Mamba Ignan. Voilà. Oui. Maintenant, s'il accepte de rester à l'Assemblée nationale, ils auront du mal à débarquer Barthélémy Diaz. Donc, sur ce fait, donc, il a préféré demander de choisir, El Hadji Malick au perchoir et lui rester quand même à la primature. Mais je crois que d'ailleurs, c'est pas mauvais comme choix. Diomaye à la présidence, Sonko à la primature, El Hadji Malick au perchoir. Je crois que c'est un dispositif trop fort. 3 jeunes également. Très important d'ailleurs, pour d'abord, surtout les redditions des comptes, surtout pour la reddition des comptes. C'est des gens qui ne vont pas badiner sur la reddition des comptes. Donc ces 3-là, je l'ai dit à quelqu'un d'ailleurs, je lui ai dit que, en tout cas, si j'avais un parent parmi les dignitaires du régime passé, de l'ancien régime, je lui demanderais quand même d'aller chercher un bon marabout, ou bien de chercher le moyen de sortir de ce pays. Parce que ce dispositif que je viens de voir, c'est un dispositif qui sera très dur avec la reddition des comptes. Tôt ou tard, ils vont rendre compte. Ça, c'est clair. Et El Hadji Malick, là-bas, donc il va jouer un très grand rôle. Et El Hadji Malick, quand même, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup Ousmane Sonko. D'ailleurs, tout le monde, il écoute tous Ousmane Sonko. Ouais. Alors, donc, j'ai dit un jour d'ailleurs à quelqu'un, je lui ai dit, je ne vais plus analyser Ousmane Sonko. Je n'arrive pas à le cerner. À chaque fois que je l'analyse, je tombe. Donc, je crois que moi, je vais le considérer comme un missionnaire, point trait. Tout ce qu'il dit, je dis, oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai commencé à l'analyser politiquement, je tombe. Alors, pourquoi on n'a pas choisi, par exemple, un président de l'Assemblée nationale, alors qui provenait au moins d'un membre de la coalition, au lieu de choisir, c'est un problème de confiance ou pas? C'est-à-dire qu'il y a des gens des politiciens qui ont soutenu le parti Pastef, surtout avec la coalition Diomaye président. Alors, pourquoi on n'a pas choisi dans cette entité-là? Tu sais, on doit conserver. Ousmane Sonko. Est-ce qu'il n'y a pas un secret là Non, il y a un secret. Ousmane Sonko est parti aux élections avec son parti. Oui. C'était pas une coalition. Oui. Parce que Macky Sall avait choisi Moustapha Niasse, qui n'était pas Parce que c'est cette coalition qui est allée... Il n'était pas membre de son parti. J'ai dit que ça, c'est un choix que je t'avais expliqué ici. Oui. Si tu veux, je peux y revenir. Allez-y. Faites-nous un petit rappel sur ça, c'est important. Les élections de 2012, avec Macky Sall, et Moustapha Niasse, les Tanor et consorts, mais c'est parce que c'était une coalition. Macky n'était pas parti avec la paire. C'était une coalition. Donc, dans un premier temps, lorsqu'ils ont gagné, il a pris Moustapha Niasse. Il restait Tanor. Il fallait trouver un poste pour Tanor. C'est comme ça qu'ils ont ramené le poste quand même de l'autre, de la HCCT.
pour donner ça à Ousmane Tanor Dieng. Oui, du Haut Conseil, des collectivités territoriales. Tout à fait. C'était pour donner ça à Ousmane Tanor Dieng. Pourquoi? Parce qu'il a donné une institution à Moustapha Niasse, donc il fallait en donner à Ousmane Tanor Dieng. C'était un partage du gâteau. Tout à fait. Là, ce n'est pas le cas. Là, Ousmane Sonko a dit que je vais aux élections au nom de mon parti. Donc, même si tu regardes la liste, est-ce que réellement il y a quelqu'un qui n'est pas de Pastef? Ils ne sont pas nombreux s'ils sont là-bas aussi. Ils ne sont pas nombreux. Tout à fait. Donc, il n'y a que des Pastéfiens qui sont sur cette liste. D'ailleurs, j'ai taquiné quelqu'un en lui disant que sur la liste d'Ousmane Sonko, il n'y a que les cadavres qui ne sont pas représentés. Toutes les couches sont représentées sur la liste. Sur la liste, comment dire, de Pastef. Départementale ou nationale. Toutes les couches sont représentées, sauf les cadavres. Donc tu vois ce que ça fait. Donc il ne pouvait pas choisir quelqu'un d'autre. Et il a pris le risque et le courage de mais c'est ça qui est normal. Parce que, il a eu... Non, c'est parce que l'expérience qu'il a eue avec les autres coalitions, les déceptions. Alors, donc les gens qui ont quitté les coalitions pour aller ailleurs, maintenant si tu entres dans ce parti-là, on te prend comme député dans ce parti, et dis-toi que si tu démissionnes, c'est parce que tu as démissionné de Pastef. Tout à fait. Tu perds ton poste de député. Oui. Donc il a vécu l'expérience avec les autres coalitions, comment les gens valsaient entre les coalitions, etc. Mais il a pris le risque. C'est un vrai stratège en politique. Il est fort en politique. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je n'arrive pas à le cerner moi personnellement. Depuis que j'ai commencé à analyser, je n'arrive pas à cerner Ousmane Sonko. Je n'arrive pas à le cerner. Je peux le rectifier sur ses discours et consorts, mais sur ses positions politiques. Non, je n'arrive pas à le cerner. Il est très fort. Quand les gens dorment, je pense... Non, il réfléchit beaucoup. Il pense, il réfléchit. Et je crois qu'il n'est pas seul aussi. Il cogite, quoi. Il n'est pas seul aussi. Parce que... En tout cas, c'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Moi, je l'appelle un missionnaire. Oui, c'est un phénomène. Ça, il faut le reconnaître. Il est en mission. Il faut que les Sénégalais le comprennent ainsi, quoi. Ok. Alors, il y a quelque chose qui se passe présentement à l'Assemblée nationale également. Oui. Alors, ça mérite là de voir comment cette 15e législature a entamé vraiment ses travaux. Alors, Thierno Alissi, qui est un membre du PASTEF, quitte l'Assemblée nationale une semaine après son installation. Par arrêt numéro 46 en date du 17 novembre 2022, la Chambre pénale de la Cour suprême avait rejeté le pourvoi formé par Thierno Alissi contre l'arrêt numéro 319 du 24 août 2021 de la Cour d'appel. Le dit arrêt confirmant la condamnation de Thierno à une peine de 3 mois assortie de sursis pour abus de confiance et le paiement à la partie civile, notamment Patrice Carlos Lopez da Silva. Alors, si on voit cette situation-là, alors ça promet une assemblée de rupture. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais ce n'est pas une assemblée de rupture, c'est une justice juste. Ça, c'est pas au niveau de l'Assemblée, c'est la justice. Mais ce qu'on avait l'habitude de voir, ça dit que... C'est parce que c'est la justice qui ne jouait pas son rôle. C'est la justice qui a joué son rôle. Voilà le problème, il n'y a rien d'autre. Donc ça promet une assemblée de rupture. Mais non, on a déjà une assemblée de rupture. Maintenant, il faut nécessairement aussi une justice de rupture. Et c'est la justice qui a agi. Ce n'est pas l'Assemblée nationale, c'est la justice qui a fait agir l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a rien à voir avec ces dossiers-là. C'est la justice qui a fait un constat et elle a interpellé l'Assemblée nationale exécute. Point très. Alors, ce qu'on avait l'habitude de voir, en général, ces dossiers-là, alors on les mettait dans les tiroirs. Donc, souvent. Alors, ça vraiment, c'est un acte vers vraiment un changement radical. C'est ça la rupture. La rupture, c'est dans tous les compartiments. La rupture, c'est dans tous les compartiments. La raison en est que
lorsque Diomaye est venu au pouvoir, le premier acte qu'il a posé, c'est les assises de la justice. Il s'est attaqué à la justice. Pourquoi? Parce que la justice a fait beaucoup de tort aux Sénégalais, aux politiciens, à tout le monde, au temps de Macky Sall. Il s'est attaqué à la justice pour qu'on ait quand même une justice juste. Maintenant, c'est la presse. Après la presse, ce sont les partis politiques qui vont arriver. Ils vont assainir partout. La presse, on en reparlera un jour, parce que c'est important. Inch'Allah. Alors, vous serez là pour décortiquer la situation de la presse sénégalaise. C'est très important. Il n'y a aucun problème. Tout à fait. Je reste à l'écoute. Ok. Alors, le maire de Dakar a reçu une notification du préfet qui le démet de sa fonction de maire. Alors, c'est une information qu'on a eue. Alors, si c'est acté, pose la condition, peut-on parler de retour des pratiques de l'ancien régime dirigé par Macky Sall? Bon, pour en ce qui concerne Barth, c'est à Barth que vous faites allusion. Oui, c'est à Barth que je fais allusion. Pour parler un peu de Barthélémy Diaz, nous devons remonter un peu sur le dossier de Barth. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Barthélémy Diaz, des gens sont venus peut-être dans sa mairie, l'attaquer dans sa mairie. Dans ce brouhaha, il y a eu un mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. Et c'est lui-même qui a avoué qu'il a tiré sur quelqu'un, allé à l'hôpital. Et en fin de compte, ce gars-là, il est décédé. C'était au temps d'Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, tout à fait. Il a été pris et mis en prison. Le temps, quand même, de le juger et je ne sais pas, voir ce dossier-là, Abdoulaye Wade est parti. Macky Sall est arrivé en 2012 avec une coalition. Cette coalition, il y avait le Parti Socialiste. Et ce Parti Socialiste-là, Barthélémy Diaz était membre de ce parti-là. Et c'est ce parti qui a soutenu la candidature de Macky Sall au deuxième tour. À la personne de, comment dirais-je, Ousmane Tanor. Nous sommes d'accord? Tout à fait. Avec les législatives de 2012 aussi, donc je crois qu'ils en ont discuté. Alors donc, pour sortir Barthélémy de cette situation, comme c'est lui le président de la République, dans un premier temps, le dossier a été réduit en un simple délit. Au lieu que ça soit crime, ils l'ont réduit en délit. Alors, pour le sortir de prison, il a été mis sur les listes électorales. Donc, il est devenu député. Lorsqu'il est devenu député, on en a profité, c'était le prétexte de le sortir. Ils l'ont sorti de tôle. Donc, Barthélémy était à moitié libre. Il ne pensait plus à cette condamnation. Et après avoir transformé le dossier en délit, au fur et à mesure, c'est devenu un dossier politique. Ils l'ont politisé. Quand? C'est lorsque, comment dirais-je, Khalifa Sall a eu ses démêlés politiques avec Ousmane Tanor Dieng et ensuite avec Macky Sall. Et Barthélémy Diaz est allé accompagner, comment dirais-je, Khalifa Sall dans ce sens. Tout à fait. Mais ils ont activé encore le dossier. Donc ils en ont fait un dossier politique. Politique, tout à fait. Ils l'ont politisé du crime, du délit, jusqu'à la politique. Mais c'est un dossier réel qui est là. C'est un crime. Oui, tout à fait. Alors ils ont tellement joué sur ce dossier-là qu'ils l'ont banalisé. Maintenant, lorsque Barthélémy s'est radicalisé du côté de Khalifa Sall, mais en fin de compte, ils ont actionné le dossier. Tout à fait. Mais cette condamnation qu'il a obtenue en 2023, je crois, quelque chose comme ça, mais c'est lui qui avait demandé appel. Oui, pour en finir avec ce dossier. On se rappelle de ça. Tout à pour fait. en finir avec ce dossier. Et malheureusement, il n'a pas eu gain de cause. Il a été condamné ferme avec une amende. Je voudrais que tu retiennes ceci pour son cas, pour le cas de tout le monde d'ailleurs. Abdou,
La loi, la justice, c'est des lois. Et les lois doivent être respectées, exécutées. La justice, c'est des lois. L'administration, c'est des règlements et des règles à appliquer. La politique, c'est un rapport de force. Oui. C'est la raison du plus fort. Il faut faire la part des choses. Et c'est important ce que vous dites là. C'est pour cela, non, je suis en train d'analyser la situation de Barthélemy. Tout à fait. Barthélemy a été démis de ses fonctions de député. Est-ce qu'on a dit le droit? Qu'est-ce que le droit a dit sur ça pour quelqu'un qui est condamné et qui est député à l'Assemblée nationale? Il doit être démis. Oui. C'est ça la loi. Donc, le droit a été dit sur le dossier de Barthélemy au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes d'accord? Tout à fait. Alors, ce qui s'est passé à la mairie de Dakar, c'est l'administration. C'est l'administration. Il y a l'article 277 qui dit la même chose que ce que la loi a dit sur le député. C'est ça qui est tombé sur sa tête. Donc la différence entre le régime de Macky Sall et ce régime-là, c'est que Macky Sall, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il faisait, c'était pas dans un cadre juridique. Ça a été toujours illégal, juridiquement illégal. Macky Sall, tout ce qu'il faisait, c'était juridiquement illégal. C'était juridiquement illégal. Tout à fait. Ou bien en grande partie, c'était juridiquement illégal. Par contre, ceux-là, ce qu'ils font, c'est juridiquement légal. C'est la différence. Parce que quand il y a un problème, on te dit qu'est-ce que la loi a dit? Qu'est-ce que le règlement administratif a dit? Le reste, maintenant, c'est de la politique. La politique, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un rapport de force. La raison du plus fort. Tout à fait. Qui a gagné, c'est celui qui a plus de cartes. Qui est élu, c'est celui qui a plus d'électeurs. Donc, c'est la raison du plus fort. Et dans tous ces compartiments, dans toutes ces entités, c'est le passé qui est devant, comment dirais-je, Barthélemy Diaz. Juridiquement, il doit tomber. Administrativement, il doit tomber. Politiquement, on l'a fait tomber. C'est ça la réalité. Donc, mais ça commence à bouillonner dans l'espace politique sénégalais. C'est-à-dire c'est-à-dire que maintenant, ce qu'on voit, c'est toujours Barthélemy Diaz et l'État ces temps-ci. Alors, c'est pourquoi je reviens sur ce point-là. M. Alioune Tine qui dit 8 mois après l'installation du nouveau régime, la tension politique entre pouvoir et opposition est toujours à son paroxysme. C'est lui qui le dit, je ne sais pas. Vous allez répondre après. Alors, une situation qui inquiète. Est-ce que réellement la situation politique est à ce point? Est à ce point-là? Vous savez, Abdou Diouf. Est-ce qu'on le sent réellement à ce point-là? Abdou Diouf. Tu sais, il y a des situations qu'on a vécues depuis Wade, etc. qui sont obsolètes, qui ne fonctionnent plus. Avec ces jeunes-là, ces situations ne fonctionnent plus. Vous savez... Parce que ce qu'il a dit là, vraiment, parce qu'on est sénégalais, est-ce qu'on le vit réellement? Mais est-ce qu'on l'a constaté comme il l'a constaté? C'est ce que je disais l'autre jour, pendant la campagne électorale. C'est ça la je dis, pourquoi ces gens-là, ils nous font croire des choses? Est-ce qu'ils ont vu ici nous ce qu'on n'a pas vu? Est-ce qu'ils ont vécu ici nous ce qu'on n'a pas vécu? C'est ça. Mais ils ne sont pas plus intelligents que nous. Est-ce que Tine est beaucoup plus intelligent que nous? Est-ce qu'il est beaucoup plus Dakarois ou Sénégalais que nous? Pour qu'ils puissent voir des choses, nous, qu'on n'a pas vues. Qu'on n'a pas vu. Il n'y en a pas. Tout à fait. Vous savez, il y a deux entités. Permettez-moi un peu de remonter en haut. J'aime ça. Allez-y. J'aime toujours faire des comparaisons de ce genre. Et c'est important également. Vous savez, Abdou Diouf, pratiquement, c'est la presse qui l'a enlevé ici. Walfadjri Sud, c'était les deux presses les plus
virulente Privé. contre Diouf. Tout à fait. En 2000, ils ne pouvaient plus, c'était fini. Ils ont, ces deux presses-là ont embarqué les populations jusqu'à ce que Diouf perde au profit de Wade. Mais Wade, lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas d'opposition à part la presse. Pourquoi? Parce que c'est la presse qui a fait quitter Diouf. Donc c'est la presse qui l'a mis ici. Et lui, il a voulu faire face à la presse. C'est pour cela qu'il a dit que ma seule opposition, c'est la presse. Lui aussi, il a fait face à Walfadjri, etc. C'était la guerre. Jusqu'à ce qu'il perde lui aussi. Mais leur force à eux, que ce soit Diouf ou, comment dirais-je, Abdoulaye Wade, c'est qu'ils avaient de très grands partis. L'autre avait le Parti Socialiste, lui le PDS, etc. C'était de grands partis qui obéissaient les yeux fermés à le secrétaire général. Macky Sall, lorsqu'il est arrivé, il n'avait pas un grand parti, il avait un mouvement avec une coalition. Donc, son slogan c'était quoi? Je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Il n'y avait même pas d'opposition. Parce qu'il n'y avait que le PDS qui s'était déjà disloqué. Donc, il a détruit le PDS en détruisant, comment dirais-je, Karim Wade. Donc, il était sur une logique. Tout à fait. Lorsqu'il a compris que il n'a plus d'opposition, il tient, comment dirais-je, une coalition. Il a gouverné avec cette coalition pendant 12 ans, avec les moyens qu'il a, les prébendes et tout. Donc, qu'est-ce qu'il est resté? La presse. Sachant qu'il ne peut pas museler la presse. Sachant qu'il ne peut pas comment dirais-je, se battre contre la presse. Parce que Wade l'a fait, il a échoué. Diouf l'a fait, il a échoué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la presse son partenaire. C'est ça le problème d'aujourd'hui de la presse. Il a fait de la presse son partenaire. Même un seul petit journaliste, là-bas à Dayan Gazette, dans sa case, en train d'émettre, il le finance. Donc il a demandé à toute la presse de sortir pour son compte. Il a financé la presse, il a aidé la presse, il a tout fait pour que la presse soit de son côté. Il a sorti beaucoup d'argent pour faire de la presse son partenaire privilégié. Tu vois ce que ça fait? Oui. Donc ces deux entités, l'autre entité aussi, c'est la société civile. Il a fait de la société civile aussi un partenaire à moitié. Oui. Parce que ces gens-là, c'est des gens, ils ramenaient, bon, je n'ose pas le dire clairement, mais tout le monde sait. Les plus déterminants de la société civile que l'on voyait sur les grands dossiers, alors le président Macky Sall les a neutralisés. Voilà. Maintenant, ça, on l'a constaté. On peut même en citer, mais ce n'est pas la peine. Maintenant, la situation que nous sommes en train de vivre, Ousmane Sonko, il a un grand parti. Ousmane Sonko a le peuple présentement. Et ça, c'est important. Il a le peuple. Donc, la société civile qui avait l'habitude quand même de donner des ordres, d'être flattée, d'être consultée, elle a été mise de côté. La presse que Macky Sall avait fait, avait considéré comme un partenaire, elle a été mise de côté. Donc ces deux entités-là, ce sont ces deux entités qui veulent créer une opposition pour le pouvoir. Mais M. Bass, ce que vous dites là, c'est important. Mais très important. Parce que je le maîtrise. Et c'est une réalité. Je sais ce que je dis. Tout à fait. Ces deux entités, la société civile et la presse, et c'est des faits réels, mais veulent créer une opposition, même s'il s'agit d'un arbre fruitier, ils peuvent quand même en faire un baobab pour qu'il se dresse contre le pouvoir. Tout à fait. Donc c'est cette société civile et la presse qui veulent créer une opposition pour le régime. Parce que présentement, au niveau des partis politiques, il n'y a pas un opposant de taille. Donc s'ils tombent sur un Barthélémy Dias, sur un Bougane, sur quelqu'un d'autre, ils peuvent le renforcer sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que, pour le gonfler, pour qu'il puisse se dresser contre le peuple. Autant pour moi, contre le régime. Est-ce que ça peut passer? Mais ça ne passera pas parce que le peuple en question est avec le régime. Tant que le peuple n'a pas encore baissé les bras, et tant qu'ils sont sur ce cap, ils ont le peuple. Ils
ils n'auront rien, ils n'auront pas gain de cause. Tout à fait. Vous m'avez compris? On a bien compris. C'est ça le problème fondamental. Donc ils parleront jusqu'à la fin du monde, mais ils n'auront jamais gain de cause parce que le peuple n'a pas encore vécu ce qu'ils sont en train de dire. Tout à fait. Et ils ne sont pas plus intelligents que le peuple. Tout à fait. Ousmane Sonko, ce régime-là, s'il garde le cap que je connais très bien, que j'ai vu, que j'ai observé, tous ces gens-là finiront par se taire. Parce que le peuple, tant que tu gères ses biens, il a de l'espoir en toi, il est avec toi. Et on a un peuple très, très, très éveillé. Alors, ça c'est important. Un peuple qui suit, qui connaît l'actualité de A à Z. Voilà. Et ça c'est important. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons sur cette antenne, sur la 98.7, M. Ibrahima Hindé Diadjeba, qui est le consultant principal de cette émission. Alors, M. Ba, abordons un autre volet, le Parti socialiste. La commission chargée des élections est convoquée par Serigne Mbaye Thiam pour faire l'évaluation des législatives à l'issue desquelles le Parti socialiste n'a obtenu qu'un seul député sur 165. Peut-on parler d'un parti politique en lambeaux ou en régression? Il n'existe plus d'ailleurs. Est-ce que cette convocation-là, c'est au nom d'Aminata Mbengue? Parce que c'est Aminata qui dirige le parti. C'est Aminata, secrétaire général du parti, le secrétaire général du PES. Mais c'est Serigne Mbaye Thiam qui a convoqué cette... Mais en qualité de quoi? De quoi? C'est le secrétaire général qui doit convoquer la réunion. C'est-à-dire de tout le temps, c'est un comment dire, il est ambitieux comment dire, c'est quelqu'un qui veut toujours prendre le Parti social. De tout le temps, il a été toujours candidat à ça. Mais c'est un parti, c'est fini. Vous savez, les partis traditionnels, on en a discuté ici à maintes reprises. C'est fini pour ces partis traditionnels. Bon, ils vont exister de nom, mais plus jamais, comment dirais-je, au point d'aller prendre le pouvoir. C'est fini. Tous ces gens qui bougent là, non, ils n'ont pas d'avenir politique. Mais le parti reste de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ce parti-là? Mais c'est fini maintenant. On ne peut plus le sauver parce que le monde a évolué. Tu sais pourquoi? Parce que ce nouvel électorat présentement, ici au Sénégal, c'est des jeunes. C'est des jeunes très intellectuels, très instruits, qui ont une capacité de réflexion extraordinaire. Ils n'accepteront jamais d'être dirigés par des pas comme nous. Ils vont former leur propre parti. Tu vois, c'est comment dirais-je, la génération qui va remplacer ces gens-là. Présentement, elle est à l'école. Elle est à l'école, à l'université ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas ces gens qui bougent en politique présentement là. Tous ces gens-là qui bougent en politique là, c'est fini. Et l'héritage laissé par Senghor, par Léopold Sédar Senghor? Mais c'est fini. Abdou Diouf a tout bougé. C'était depuis Abdou Diouf? C'était depuis Abdou Diouf. Oui. Depuis le congrès sans débat d'Abdou Diouf de 96. C'est lui qui a tout gâté. Okay. On lui avait donné ça sur un plateau d'argent et il a tout foutu en l'air. Lorsqu'il a voulu nous imposer Ousmane Tanor Dieng, ça a volé en éclat. Okay. C'est tout. Voilà. On aborde le tout dernier point, parce qu'on me fait signe que... Alors, le budget du Sénégal pour l'année 2025 est disponible. Il est de... Bon, on va essayer de voir, d'analyser simplement. Il est de 614 milliards, voilà, de francs CFA, avec un déficit s'élevant à 7% du produit intérieur brut. La croissance économique est estimée à 8,8%. Le budget de la présidence est fixé à 49 milliards de francs CFA, celui de l'Assemblée nationale 19 milliards et la primature 11 milliards. Alors, c'est une logique d'après ces chiffres. Bon, vous savez, le budget, c'est des chiffres. C'est des chiffres. Je ne suis pas trop financier. Oui. Mon domaine, c'est la politique. Mais pourquoi, si je vous pose cette question, c'est-à-dire que pourquoi
la présidence emporte la plus grande part avec 49 milliards, alors que les autres secteurs... Mais ce que vous n'avez pas remarqué, mais c'est une réduction, les 49 milliards que vous voyez là. En ce temps, c'était 80 milliards. Par rapport à ce qui... avec le régime passé. Les régimes passés. C'était 80 milliards. Ils l'ont réduit à 49 milliards. 49 milliards. C'est 11 milliards que vous voyez avec la primature. Oui. En ce temps, c'était 25 milliards. Mais ça, c'est important pour que les Sénégalais sachent ça. Même moi qui vous posais cette question-là, je ne savais pas. À l'Assemblée nationale, c'était 20 milliards. Ils en ont amputé 1 milliard. Ils se retrouvent avec 19 milliards. Okay. Donc, il y a une forte réduction. Comment dirais-je, allouée à ces institutions-là. Du train de vie de l'État, on peut dire. Oui. Et sans compter maintenant, ils vont dissoudre prochainement les autres institutions budgétivores. HCCT, donc ils commencent à tenir promesse. Mais ils vont le faire. Ouais. S'ils gardent ce cap, ils iront loin. Parce que les Sénégalais, non, on ne peut rien faire dans ce pays-là que les Sénégalais ne peuvent pas comprendre. Il faut que les gens, il faut que ces politiciens-là, ces activistes-là arrêtent. Les Sénégalais sont beaucoup plus intelligents que ceux qui passent tout le temps à parler. Vous croyez que ce que nous sommes en train de se dire là, ici, ou bien de dire là, vous croyez que les gars assis dans leur fauteuil là ne le comprennent pas plus que nous? Il faut que les gens arrêtent et qu'ils disent la vérité aux Sénégalais. Quand ils dirigent quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Malheureusement, c'est ça qui a toujours faussé la politique sénégalaise. On n'a jamais dit la vérité aux Sénégalais. On leur a toujours caché la vérité et en train quand même de dilapider leurs biens de gauche à droite. C'est fini ça. J'ai dit, l'avantage de ces dirigeants-là, c'est qu'ils ne sont pas omnibulés ni par le pouvoir, ni par l'argent. Et ça, c'est important. Ils sont venus pour reconstruire ce pays-là. J'ai dit qu'il faut que les gens quand même aient patience. Une certaine patience. Tout à fait. Tu sais pourquoi? Je peux même faire un rappel là-dessus. Abdou Diouf, pendant 19 ans, il a gouverné dans la douleur. Abdou Diouf, avec l'ajustement structurel, nous les fonctionnaires, on nous retirait 15%. Pendant 19 ans, les Sénégalais étaient dans des situations. Dans cette souffrance-là. Abdoulaye Wade, lorsqu'il est venu, de 2000 à 2004, Abdoulaye Wade n'a rien réalisé ici au Sénégal. Ah, il a mis le Sénégal en sentier, n'est-ce pas? Oui. À partir de 2004, okay. De 2000, je te dis, de 2000 jusqu'à 2004, il n'a rien réalisé. Les gens disaient que Baïlen Gorgui mou liggéey. Quand ils critiquent, on dit de Baïlen Gorgui mou liggéey. La raison est que lorsqu'il a pris Ousmane, comment il s'appelle, l'autre là, Idrissa Seck comme Premier ministre. Mais les bailleurs de fonds leur a prêté 800 milliards au Sénégal. Mais ils avaient du mal à absorber cet argent parce qu'il n'y avait pas de projet pour absorber cet argent. Il était obligé d'aller prendre les Djiboka, les Ousmane Ngom, etc. dans le gouvernement. Et c'est ce qui a fait partie de l'Idrissa Seck d'ailleurs. Il ne voulait pas que ces Djiboka arrivent au pouvoir. C'est à partir de 2004. Avec, comment dirais-je, Macky Sall comme Premier ministre, les Djiboka, les Ousmane Ngom, etc., que ça a commencé à décoller. Macky Sall, de 2012 à 2019, il n'a rien réalisé, à part donner des bourses familiales. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disaient? Depuis que Macky, vous avez tout découvert ben billet 500 francs. C'est à partir de 2019 qu'il a commencé à faire quelque chose. Et ça aussi, comment? Parce que, c'est ça le problème que nous sommes en train de vivre. Tu sais, en 2019, il a supprimé le poste de Premier ministre. Oui, il avait supprimé ça. J'ai dit, un crime n'est jamais parfait. Tout à fait. Un crime n'est jamais parfait. Donc, je crois que ça tire à sa fin. Ça tire à sa fin. Alors, on me fait signe que... Oui. Mais le débat est intéressant. Je pense qu'on va mais c'est continuer bien, sur ça.
Alors, je ne sais pas votre dernier mot. Mais sinon, vous remercier les techniciens, remercier aussi le directeur général Abdoulaye Diop. Mais très fier, et je remercie aussi les auditeurs. Permettez-nous aussi, excusez-moi si toutefois que par exemple on a dérapé quelque part, c'est pas de notre souhait, mais c'est lié à l'âge. Merci beaucoup. Et M. Ba, tout ce que vous avez dit ici, vraiment c'est des choses réelles, hein? Vraiment, on n'a rien inventé. Et vraiment, les auditeurs savent bien ça parce qu'ils vous réclament à chaque instant. Alors, merci à nos chers auditeurs qui nous suivaient sur la 98.7 Océan FM. Merci également au directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, au rédacteur en chef Moussa Niang. La partie technique a été assurée par Abdourahmane Fall, votre ami qui vous a présenté cette émission, Abdou Diouf. À dimanche prochain pour un autre numéro.